Здравствуйте, Sylvain. Riviette. Sylvain, donc on revient sur la Russie ce matin avec vous, hein. Bah oui, on revient sur la Russie, mais sous l'angle des relations entre la Russie et l'Union européenne, ou pour le dire autrement, de la politique russe de notre UE. À 2 jours de la réélection de Vladimir Poutine dans son fauteuil d'autocrate, votre revue de presse vient de le souligner, comment en effet ne pas s'interroger sur la politique russe de l'Union européenne. Le précédent chef d'État français, François Hollande, qui en sait quelque chose, vient de déclarer dans un entretien au Monde, c'était lundi dernier, si la Russie est menaçante, elle doit être menacée. Le secrétaire général de l'OTAN dit ce qui revient au même, pas plus tard que ces jours derniers, que la Russie a choisi la confrontation plutôt que la coopération avec les Européens en particulier et les Occidentaux en général. Mais de quoi parle-t-on au fait? Comme l'explique par exemple Marie Mandras, entre autres chercheurs, la Russie d'aujourd'hui, c'est un colosse au pied d'argile. Rappelons-nous que de l'Union soviétique, Helmut Schmidt, chancelier allemand dans les années 1970, disait déjà « c'est la haute volta avec des missiles nucléaires ». Et la Russie de Poutine, on le sait bien, ce n'est plus vraiment l'URSS, ce n'est même vraiment plus l'URSS. Cette Russie d'aujourd'hui, c'est une puissance régionale tout au plus et non pas mondiale. Elle brille surtout par sa capacité de nuisance. Ses faits d'armes, outre le courageux empoisonnement au cœur de Londres d'un ancien espion à la retraite et de sa fille dans un restaurant, sont l'annexion d'un morceau du territoire ukrainien, la Crimée, et le soutien militaire à une dictature qui massacre sa population, le régime syrien. La puissance russe déstabilise aussi l'est de cette même Ukraine et l'ouest de la Géorgie, 2 anciennes républiques soviétiques qui ont à ses yeux le défaut de débattre de leur souhait d'adhérer peut-être un jour à l'Union européenne. Oh, ils sont nombreux, ces experts, ces diplomates, ces dirigeants politiques d'Europe, à nous expliquer qu'il faut comprendre cette vision que développe Vladimir Poutine de l'étranger proche de la Russie, de cette zone d'influence russe bien naturelle, et que les Européens, par conséquent, feraient mieux de lever leurs sanctions. Il est vrai que le lobby russe est très efficace, comme en témoigne, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, le tout récent billet de blog de Michel Assouline sur Mediapart. Car en effet, les sanctions européennes, justement, sont inefficaces. Elles sont inefficaces car la main des Européens tremble. La Russie est un État pétrolier rentier. Si elle dispose de ressources en hydrocarbures, de ressources immenses, elle est, rappelle par exemple Guillaume Lénard, qui enseigne la géopolitique des matières premières à l'université Paris-Dauphine, elle est, cette Russie, complètement dépendante de la technologie et de la finance occidentale pour l'exploitation et le développement des gisements d'avenir. Les sanctions efficaces, Simon, elles sont à portée de main. Elles sont à portée de main si on avait la volonté politique. Des sanctions efficaces consisteraient tout simplement à nous sevrer de gaz et de pétrole russe. Géographiquement, rien de plus facile. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais ça l'est aujourd'hui. La planète regorge de ressources en hydrocarbures, mises en valeur un peu partout et accessibles sur les marchés, et les prix sont bas. Les sanctions efficaces sont à portée de main si on en avait la volonté politique. Il suffirait non seulement que l'Europe cesse de s'approvisionner en gaz russe, mais aussi et surtout que l'Union européenne interdise aux entreprises pétrolières d'Europe de financer l'exploitation de gaz russe d'aujourd'hui et de demain. Mais là, nous avons affaire à un autre type de lobby, un lobby bien de chez nous, si j'ose dire, qui est le lobby des entreprises pétrolières. Et c'est ainsi que les sanctions que nous avons prises sont mi-figue, mi-raisin. Elles ne disent pas « il est interdit de financer l'exploitation de gaz russe en finançant Gazprom », par exemple. Non, elles disent qu'il est interdit de le faire dans certaines conditions, mais qu'à d'autres, cela est possible. Alors voilà, Simon et chers auditeurs, évidemment, on ferait mieux de faire un choix clair, soit de dire nous souhaitons sanctionner la Russie, auquel cas il faut imposer à nos propres entreprises, comme sont capables de le faire les États-Unis avec les leurs quand ils décident de sanctions véritablement commerciales de le faire, soit soyons dans ces cas-là cohérents et disons finalement nous préférons ne pas véritablement sanctionner la Russie car nous préférons faire plaisir à nos entreprises pétrolières pour telle et telle raison et par conséquent en réalité nous acceptons la Russie telle qu'elle est. Voilà le dilemme face auquel on est et vous voyez je ne tranche pas mais qu'au moins nos dirigeants fassent un choix clair.
C'était l'édito du vendredi en compagnie de Sylvain Kahn, professeur agrégé d'histoire et docteur en géographie au centre d'histoire de Sciences Po. Sylvain, je termine avec un petit proverbe, je trouve qu'il va bien. C'est un proverbe russe. Quand on tombe à l'eau, la pluie ne fait plus peur. Voilà de quoi méditer pour le week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine, Sylvain. À la semaine prochaine.